Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par LG Consultant et animée par Laurent Garnier. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une émission pas comme les autres, la 100e de Et si on parlait de sport? 100 émissions, 100 semaines de passion partagées avec vous, chers auditeurs, depuis le tout début. Vous êtes là toujours plus nombreux à nous écouter, à nous écrire, à nous parler de votre passion sur le sport. Mais surtout, vous nous avez permis de donner la parole à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Avant de plonger dans cette émission anniversaire, prenons un instant pour dire merci. Merci à vous, auditeurs fidèles qui nous accompagnez semaine après semaine. Merci aux 450 invités qui ont pris le micro pour représenter près de 200 clubs, comités, ligues et disciplines sportives. Merci à vous partenaires, LG Consultant, Semperconnect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport pour vos précieux soutiens. Merci tout particulièrement au comité départemental olympique de la Haute-Garonne, initiateur de cette belle aventure, à son équipe pour avoir cru à notre projet dès le départ. Et enfin, merci à tous ceux qui, par leur passion, leurs idées, leur voix et leurs talents, ont enrichi ces émissions et permis à ce rendez-vous hebdomadaire de grandir. Aujourd'hui, on fête une étape, mais surtout, on continue l'aventure ensemble. Et pour cette 100e émission et marquer cet événement, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnalités du monde du sport haut-garonnais. Bernard Pujol, qui est le nouveau président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Jean-Marc Saintin, président du district de Haute-Garonne de football, et José da Silva, président de l'association Toulouse Football Club et membre du comité directeur de la Ligue féminine de football professionnel. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au programme de cette semaine, pour la 100e émission, nous aurons le plaisir d'accueillir, je viens de le dire, le nouveau président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Un clin d'œil appuyé à cet homme de cœur et de conviction qui succède à Brigitte Linder, que nous remercions chaleureusement pour son engagement et son rôle dans la création de cette émission. À la tête d'une équipe de 20 passionnés issus de multiples disciplines, Bernard Pujol s'engage pour une mandature olympique au service de 74 comités départementaux, 1236 clubs et plus de 350 000 licenciés du territoire. Un président tourné vers l'action, la communication, la proximité et l'énergie. Les valeurs sont là, le cap est clair, c'est une belle page qui s'écrit aujourd'hui pour le sport en Haute-Garonne. Nous sommes ravis de le recevoir pour en parler, micro ouvert. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir une personnalité aussi incontournable du football haut-garonnais, Jean-Marc Saintin, qui vient d'être réélu, lui, à la présidence du district Haute-Garonne de football, avec une ambition claire pour suivre et amplifier les actions engagées depuis 2020, tout en accompagnant au plus près les clubs du département. Au micro, il revient sur son parcours, ses motivations, les projets phares de son nouveau mandat et les enjeux qui traversent aujourd'hui le football amateur entre structuration, proximité et engagement citoyen. Il sera accompagné de José da Silva, président de l'association Toulouse Football Club et membre du comité directeur de la Ligue féminine de football professionnel, avec qui nous évoquerons le football féminin. Une émission anniversaire tournée vers l'avenir du sport et ceux qui le font vivre à ne pas manquer. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 100e émission, place à l'avant-match avec vos résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match? Et c'est par de l'athlétisme que nous commençons ces résultats sportifs avec le Grand Slam Track de Miami aux États-Unis. Sacha Zoya a réussi le meilleur chrono de sa carrière en 110 mètres haies en 13 secondes 06. Il devient ainsi le 3e meilleur français de l'histoire derrière Pascal Martino-Lagarde en 12,95 et son entraîneur Ladji Doucouré 12,97. Il y avait les 10 km de Tokyo au Japon, détentrice des records de France du semi-marathon et du marathon. Megdes Vouldu s'est emparé dans les rues de Tokyo de celui du 10 km en franchissant la ligne en 31 secondes 01. En escalade, Coupe du Monde de Bali, en 4 secondes 64, l'Américain Samuel Watson a explosé le record du monde d'escalade de vitesse. On passe au judo avec le Grand Chelem de Dushanbe au Tadjikistan. Lors de ce week-end, la France a décroché 7 médailles, 2 en or avec Amandine Bouchard en moins de 52 kg et Sarah Léonie Sizik dans moins de 57 kg, une en argent avec Melkia Hochekorn en moins de 63 kg, 4 en bronze avec Maxime Merlin en moins de 60 kg, Blandine Pont en moins de 52, Kayla Issoufi et Tieman Diaby.
Cyclisme, Tour de Romandie, sans démériter sur les 17 km 1 du contre-la-montre de la 5e et dernière étape, le Français Lenny Martinez n'a pu conserver le maillot jaune de leader qu'il a cédé au Portugais Johan Almeida. La victoire du jour est revenue au champion olympique Remco Evenepoel. Basket 3-3, Challenger Lusail, Toulouse 3-3, Stormers l'emporte 21-15 devant Al Walkra. On passe au basket maintenant avec le basket femme et Boulangère Wonderleague demi-finale. Basketland a mis fin à la magnifique saison de Charnay en s'imposant dimanche à domicile 56-50. Les Landaises affronteront la surprise Tarbes en finale. En National 2 féminine, demi-finale retour, le Toulouse Métropole Basket s'est imposé à Mondeville sur le score de 61-64 pour le plus grand bonheur de toute une ville et s'invite en finale des playoffs une seconde année de suite. Toulouse-Montbrison, le premier match se jouera à Toulouse le dimanche 11 mai prochain. Basket homme Euroleague quart de finale, Monaco s'est à nouveau incliné lors du match 4 de son quart de finale à Barcelone. Vendredi, 79-72, la série à égalité 2 victoires. Partout, il faudra en passer par un match décisif. Handball homme, Ligue des Champions, quart de finale, Nantes a décroché sa qualification sur le parquet du Sporting Portugal à Lisbonne. Victoire 32-30 et 28-27 à l'aller. Il disputera le 3e final fort de son histoire les 14 et 15 juin à Cologne. En Licky Moly Star League, 26e journée, 3 jours après s'être offert un final fort européen, Montpellier est tombé en championnat vendredi chez les récidivistes de Toulouse 31-29. On passe au volley féminin avec Saforel Power 6. Finale, Levallois-Paris a décroché un deuxième titre de champion de France consécutif en remportant la deuxième manche d'une finale hyper disputée samedi face à Nantes 3-2. En volley masculin, Marmara Spike League, demi-finale, retour. Vainqueur de Chaumont 3-0, Poitiers a validé sa place en finale vendredi. Dans l'autre demi-finale, il faudra un 3e match pour départager Montpellier et Tours, dos à dos après la victoire des Héroltais, 3-2. En hockey sur glace, toujours en préparation, notre équipe de France sèchement battue par la Slovaquie 1-8 samedi à Sloven. L'équipe de France a conclu sa préparation pour le championnat du monde qui se déroulera du 9 au 25 mai par une 5e défaite en 6 matchs à une semaine de son entrée en lice à Stockholm. Football féminin avec la Coupe de France finale, c'était un derby et le Paris FC a remporté cette Coupe de France samedi en battant le Paris Saint-Germain au tir au but 5-4 après un match nul 0-0 dans le temps réglementaire. Le club remporte la compétition pour la première fois de son histoire sous l'appellation Paris FC. En football, on continue, mais c'est football de Ligue 1. Chez les hommes, 32e journée, après une série de 7 matchs sans victoire, les Toulousains ont enfin renoué avec le succès en battant Rennes 2-1. Brest met fin à une série de 3 matchs sans victoire en s'imposant 1-0 devant Montpellier. En Ligue 2, c'était la 32e journée, match nul entre Metz et Rodez, 3-3. Rugby à 7, circuit mondial final à Los Angeles aux États-Unis. Pas de podium pour nos Français. Les équipes de France ont pris respectivement les 5e pour les hommes et 8e place pour les femmes de la finale de ce circuit mondial. Rugby à 13, Super League, les Dragons catalans se sont inclinés de justesse face aux Anglais de Leyte Léopard 26-24. En Championships, après 3 succès de suite, Toulouse Olympique se déplaçait sur le terrain des Panthères d'Halifax. Après un match animé, ils enchaînent une 4e victoire de rang. Score final 24-38. Rugby à 15, Coupe des Champions, demi-finale, vainqueur de son duel face au Stade Toulousain 35-18 à domicile. Bordeaux-Bègles s'est qualifié pour la première finale de Coupe des Champions de son histoire et défiera Northampton le 24 mai à Cardiff. Dans l'autre demi-finale, c'est Leinster qui est tombé de très haut en s'inclinant 37-34 à Dublin face à Northampton. En Challenge Cup demi-finale, Lyon s'est imposé sur sa pelouse face au Racing 92, 29-15. Lyon affrontera donc les Anglais de Bath en finale à Cardiff le 23 mai. Formule 1 maintenant avec le Grand Prix de Miami aux États-Unis. Oscar Piastri sur McLaren s'est imposé dimanche devant son coéquipier Lando Norris et conforte son avance en tête du championnat. Après cette 3e victoire d'affilée, George Russell sur Mercedes complète le podium devant le poleman Max Verstappen sur Red Bull. Pour finir, il y avait du surf longboard, les mondiaux ISA de longboard au Salvador et l'équipe de France a survolé les mondiaux. Édouard Del Perro a décroché le titre de champion du monde alors qu'Alice Lemoigne a pris la 2e place et que l'équipe de France a conquis le titre par équipe. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Bernard Pujol, président du comité départemental olympique de Haute-Garonne. Et si on parlait de sport ?
Première mi-temps. Et oui, retour dans cette émission Et si on parlait de sport. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisque nous célébrons la 100e émission sans rendez-vous hebdomadaire avec celles et ceux qui font vivre le sport dans nos territoires. À cette occasion symbolique, il nous semblait essentiel d'inviter le nouveau président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Bernard Pujol. Pourquoi ce choix ? Parce que le CDOS 31, sous l'impulsion de Brigitte Linder, a été à l'origine de la création de cette émission. Une émission pensée dès le départ comme un espace dédié au club, au comité, aux bénévoles et à toutes les forces vives qui animent le sport au quotidien. Bernard, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Bernard, d'abord, félicitations pour votre élection. Vous venez de succéder à Brigitte Linder à la tête du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau mandat ? Merci de votre accueil Laurent, merci aussi des félicitations. Avant tout propos, je tenais à te féliciter ainsi que tes équipes et tes coéquipiers pour la 100e de Et si on parlait de sport. Ceci étant dit, pour répondre à ta question, j'aborde ce mandat de succession à Brigitte Linder avec beaucoup d'humilité et de détermination. C'est un honneur de succéder à Brigitte, qui a profondément marqué le GDOS par sa vision et son engagement. Je mesure l'ampleur du travail à accomplir, mais je suis prêt à relever ce défi collectif avec une belle équipe d'élus et de permanents autour de moi. J'en profite pour leur rendre hommage et les remercier. Quels sont les grands axes stratégiques que vous souhaitez mettre en place par rapport à ce mandat ? Nous allons tout d'abord nous appuyer sur les 4 orientations thématiques dictées par le CNOSF, Comité national, en les adaptant à nos réalités locales. Il s'agit de renforcer la dynamique sportive dans le département, structurer le développement du sport, accompagner les politiques publiques, les clubs, les acteurs du sport et favoriser l'inclusion à tous les niveaux. Alors, un petit peu plus concrètement, Bernard, quelles sont les actions en fait, que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs ? Plusieurs actions, et dans l'ordre pas chronologique ou d'importance. Elles sont toutes, tous les thèmes sont importants. Le soutien au bénévolat, qu'on reprendra toujours. L'accompagnement de la professionnalisation via la formation et l'apprentissage. La lutte contre les discriminations. La promotion et l'égalité femmes-hommes. Tout cela s'inscrit dans le plan sport et territoire qui sera notre feuille de route pour cette Olympiade. La question qui se pose, quels sont les premiers dossiers éventuellement que vous allez traiter et quelles sont les priorités immédiates ? Le premier dossier, c'est de favoriser l'accès au sport pour toutes et tous et partout, quel que soit leur lieu de vie. Nous connaissons effectivement la bivalence, non pas l'antagonisme, entre le milieu rural et la métropole qu'est Toulouse, sur la Haute-Garonne. Nous devons aussi encourager la pratique sportive comme facteur de santé publique, d'intégration et de lien social. Enfin et ensuite, nous voulons renforcer les synergies entre les comités départementaux, tous les acteurs du sport, sans pour cela, bien entendu, nous substituer aux dispositions fédérales et des organes déconcentrés, améliorer notre communication en interne comme en externe, tout en gardant une gestion rigoureuse de nos moyens. Donc ça, c'est effectivement la théorie. Est-ce que concrètement, il y a des freins à mettre en place sur ces sujets-là ? Alors il y a des freins, mais ils ne sont pas forcément à disque. Il existe effectivement, et depuis longtemps, des inégalités territoriales. Toutes les fédérations et nos amis dans les comités départementaux garonnais se rendent compte. Les freins économiques, parfois culturels. Nous devons lever ces obstacles avec les collectivités, le milieu scolaire, l'ensemble des associations, des clubs et des acteurs de terrain. Alors, vaste sujet dont tout le monde parle, c'est ce sujet de la place des femmes dans le sport. Quel levier comptez-vous actionner pour un petit peu travailler sur cette égalité homme-femme ? Il faut d'abord sensibiliser, former et accompagner les femmes vers la pratique du sport, vers des postes à responsabilité dans les clubs et les comités et les instances. Cela demande avant tout et surtout une volonté politique, mais aussi un changement culturel. Nous allons y travailler. La parité doit devenir une réalité. C'est un travail déjà que tu as fait dans ton groupe un peu, dans l'équipe là, du GDOS ?
Oui, effectivement, la féminisation est un axe très important du CNOSF et nous allons y travailler et nous avons prouvé effectivement sur ce thème-là et le conseil d'administration du GDOS 31 a vu venir des jeunes dames très motivées et nous en sommes ravis. Le bénévolat reste un pilier essentiel du sport associatif. Quelle est votre vision à ce sujet ? Le bénévolat est incontournable. Il représente l'ossature, il porte la vie associative. Il mérite beaucoup plus de reconnaissance, mais aussi plus d'outils pour être exercé dans de bonnes conditions. La formation, l'accompagnement, l'allègement administratif. Ce sera un de nos combats. Nous devons revaloriser l'engagement bénévole. Le bénévolat, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une compétence. Vous parlez aussi de renforcer la coopération entre les acteurs du mouvement sportif. Quelle forme cela peut-il prendre ? Alors la forme essentielle, c'est le dialogue, un dialogue régulier entre les comités départementaux, les clubs, les fédérations, les organes déconcentrés et les partenaires publics. Il faut mutualiser nos ressources, croiser les expériences et construire communément des projets partagés. Vaste sujet, puisque le GDOS 31, si je calcule bien, représente 74 comités, plus de 1200 clubs, 350 000 licenciés. Comment comptez-vous rester à l'écoute de tous ? D'abord, il faut souligner l'importance de la Haute-Garonne sur notre hexagone et Occitanie. Notre force et la pratique du sport en Occitanie et surtout à Toulouse et en Haute-Garonne est un acteur important depuis tout temps. En étant présent sur le terrain, en gardant des canaux de dialogue ouverts avec toutes les disciplines, en restant toutefois un acteur neutre, au service de tous les sports, des plus visibles aux plus discrets. Notre rôle consistera à représenter équitablement toutes les disciplines, des sports les plus populaires aux sports les plus confidentiels. Chacun doit trouver sa place dans notre projet collectif d'accompagnement et d'animation du mouvement sportif. Alors Bernard, on le sait, vous êtes quand même très marqué rugby, vous êtes investi dans le rugby depuis de nombreuses années. Comment allez-vous en fait articuler tous vos engagements par rapport à ce que vous êtes déjà dans le milieu et dans le monde du rugby ? Alors déjà, au niveau des articulations, elles sont un peu douloureuses, mais nos amis du football, et je les remercie de nous recevoir à leurs locaux, Marco et M. Da Silva. Mon cœur, bien entendu, est né ovale. J'ai eu une malformation à mon plus jeune âge, inopérable. Donc bien sûr, le rugby reste fidèle au rugby, et c'est effectivement ce qui m'a bercé et éduqué. Mais ma fonction de président au GDOS m'impose de penser plus globalement. Je reste élu concernant le rugby auprès du comité départemental du rugby qui, je le rappelle, a vu une nouvelle présidente, la première dame élue présidente. Que l'on a reçue d'ailleurs dans l'émission. Eh bien, vous en avez de la chance, mon cher Laurent. Annie est une dame de compagnie. Je la salue et elle nous écoutera. Et elle nous remerciera. Donc, Madame la Présidente, je suis à ses côtés, attaché au sein du comité directeur. À côté de ça, j'ai décidé de quitter, avant toutes les élections, la Ligue Occitanie pour me concentrer pleinement sur mes nouvelles fonctions. Je reste attaché à la Fédération française puisque je suis le président en activité du Conseil fédéral de résolution des litiges des règlements, mais je quitterai à l'été ces fonctions pour entrer complètement au service du mouvement olympique. Donc là, vous avez 4 ans devant vous, 4 ans pour mettre en place tous ces projets, avec une nouvelle équipe, puisqu'elle a été renouvelée quand même en partie. C'est pas trop lourd à porter ? Non, ce n'est pas lourd, parce que 4 ans, il faut gérer le match. Il y aura des temps forts, il y aura des temps faibles. Cette nouvelle mandature et la nouvelle équipe a voulu mettre l'accent sur la mutualisation, la proximité avec les comités départementaux, la communication. La part des élus sera un petit peu plus importante et c'est notre deal sur 4 ans. Alors, on démarre en défense, on va regarder, on va gérer les ballons et on sait ce qu'on veut sur les 4 années. Il faut aller vers nos amis du mouvement sportif, mais on se connaît déjà. On va mutualiser nos discussions. On va apprendre de l'autre. Et on est très animés. Et les amis qui, eux et ES, qui sont et qui ont voulu me soutenir, et je les en remercie, sont motivés. Et ces axes-là, nous allons les conserver de façon commune, ensemble, et sans choquer, mais en travaillant avec abnégation.
Alors, ce qui ressort de nos rencontres, puisqu'on a eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois dans l'émission, c'est cette passion pour la communication, parler aux gens. Et justement, dans ce cadre-là, cette émission, Et si on parle de sport, est née grâce à une initiative de Brigitte Linder, votre prédécesseur, qui disait à son lancement: c'est un rêve qui se réalise, enfin on va pouvoir donner la parole aux clubs et aux comités départementaux. Que représente pour vous cette émission Et si on parlait de sport ? D'abord, merci à Brigitte d'avoir impulsé. Elle a été une grande présidente. Elle est à mes côtés puisqu'elle est secrétaire générale et je l'en remercie d'être à mes côtés. Elle a porté des projets innovants, dont cette émission Et si on parlait de sport que tu as créée. C'est une magnifique réussite. Brigitte avait vu juste. Trop souvent, seuls les grands clubs que l'on adore et que l'on fréquente et que l'on remercie et les grandes fédérations sont médiatisés. Cette émission redonne la parole aux sports de terrain, aux éducateurs, aux bénévoles, aux dirigeants passionnés qui font vivre et portent haut les couleurs de l'olympisme tous les jours. Je crois à l'utilité de cette émission. Elle crée du lien, elle donne de la visibilité à des structures parfois invisibles, le mot n'est pas trop fort. Elle valorise le travail remarquable des clubs, des comités, des éducateurs, des sportifs, des dirigeants locaux, l'ensemble des bénévoles. C'est un outil de reconnaissance, mais aussi un levier pour faire émerger de nouvelles vocations, attirer de nouveaux bénévoles et dirigeants et acteurs du sport et montrer la richesse du tissu associatif, et il est très grand en Haute-Garonne. Pour ma part, qui ai eu l'occasion d'y participer avec grand plaisir à de nombreuses occasions, je parle de l'émission en termes de chroniqueur, je trouve que cette émission incarne ce que doit être notre action, proche du terrain, ouverte à toutes les voies et porteuse de sens. Pour finir, cher Laurent, je tiens à te féliciter. Je n'ai rien à te demander, je te rassure, mais je tenais à le faire sincèrement et très amicalement, ainsi que tes coéquipiers pour la 100e émission, de donner la parole à ceux qui font le sport au quotidien. Que de chemins parcourus. Encore merci et longue vie à Et si on parlait de sport. Par ailleurs, cher Laurent, c'est moi qui vais te poser des questions. Et tu n'avais rien préparé. Peux-tu nous faire part de la modification apportée à la structure de ton émission Et si on parlait de sport ? Alors, merci pour la liaison et je vais faire ce qu'est l'ADN de cette émission, c'est justement donner la parole à celle qui a permis de faire cette association qui voit le jour aujourd'hui. Dans quelques instants, avec Claire Sévrac, on va répondre à ta question. En tout cas, merci Bernard pour cet éclairage passionnant dans l'émission Et si on parle de sport. On vous souhaite ainsi qu'à votre équipe plein de réussite pour vos missions à la tête du Comité olympique et sportif de Haute-Garonne. Et vous êtes bien sûr les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Je reviendrai avec grand plaisir et j'attends avec impatience la 200e. Place à une chronique toute particulière puisqu'il s'agit d'acter la naissance d'une toute nouvelle association qui portera désormais notre émission, l'association Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport, la chronique. Et une chronique un peu particulière, sans une 100e émission, une nouvelle aventure qui commence. Aujourd'hui, Et si on parlait de sport, souffle ses 100 bougies radiophoniques. C'est 100 semaines sans interruption. C'est près de 450 invités passés à notre micro. Et c'est surtout des heures d'émotion, de passion, de découverte humaine, de sport sous toutes ses formes. Et parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, cette 100e marque aussi la naissance officielle d'une nouvelle association. Et si on parlait de sport, une association pour porter haut notre émission et nous aider à poursuivre notre mission. Valoriser le sport autrement, partager les récits de celles et ceux qui vibrent pour lui, promouvoir ses valeurs dans les studios comme sur le terrain. Et pour célébrer tout ça, Bernard, justement, place à une équipe qui fait battre le cœur de ce projet. Et on a le plaisir d'accueillir Claire Sévrac, présidente de l'association. Claire, bonjour. Bonjour Laurent. Et tu es à l'origine de cette création d'association. Pourquoi un tel projet ? Eh bien Laurent, tu as en partie répondu à la question. 100 émissions sur 100 semaines consécutives, sans interruption, 450 invités qui ont pris la parole chaque semaine au micro de l'émission. C'est presque 2 années d'engagement et d'investissement qui font qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'enregistrer cette 100e émission comme la toute première depuis les locaux du TFC au Stadium aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour cet accueil. Merci et bravo à toi aussi pour cette performance, parce que préparer, enregistrer, monter
et diffusée sans retard, avec autant de régularité, sans émission, eh bien, Laurent, c'est une performance dont on peut être fier. Et cette passion du sport, nous la partageons avec toi. C'est pour cela que nous avons eu envie, Sabine, Mélanie et moi-même, de nous engager personnellement dans cette aventure de radio numérique en créant et en constituant une association et que naît aujourd'hui l'association Et si on parlait de sport. Alors, qu'est-ce que représente cette 100e émission pour vous toutes ? Cette 100e émission, c'est pour moi un symbole, un signe que cette émission a toute sa place dans le paysage des médias numériques d'abord, et qu'elle répond à un besoin de communication pour les acteurs du mouvement sportif. Elle représente aussi une communication dynamique et dans l'air du temps, puisque le podcast est en plein essor. Cette émission donne la parole à tous les passionnés du sport et partager les exploits sportifs et surtout les valeurs qui nous rassemblent autour de ce micro. Eh bien, Laurent, c'est une aventure extraordinaire de générosité que nous souhaitons pérenniser en créant cette association. Alors, médias, clubs sportifs, passionnés, curieux et partenaires, nous vous invitons tous à nous rejoindre et à soutenir cette belle aventure, Laurent. Merci Madame la Présidente. Je suis très content de vous avoir en tout cas autour de moi et de nous aider à poursuivre cette émission. On va donner la parole maintenant à une autre personne qui nous rejoint, Mélanie Dahl, secrétaire de l'association, parce qu'il faut aussi construire cette structure. Mélanie, tu veilles à l'organisation de cette émission. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet ? Alors, c'était l'envie de mettre en lumière le sport autrement, d'apporter ma petite touche dans l'organisation. Mon rôle est de veiller à ce que tout tourne comme sur des roulettes. C'est un beau projet et ça mérite une belle organisation aussi, en coulisses. Alors, quel est ton ressenti aujourd'hui ? Il y a une vraie émotion. Cette émission, c'est du travail, de la rigueur, mais surtout beaucoup de plaisir à mettre en lumière le sport sous toutes ses facettes. Merci en tout cas Mélanie de rejoindre cette équipe. Sabine, trésorière, un rôle parfois ingrate et on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet ? Alors tout d'abord, bonjour Laurent, bonjour Mélanie, Claire. Je suis déjà ravie d'être avec vous, de faire partie de cette association. On a beaucoup discuté et donc je pense que je peux apporter ma vision des choses sur la gestion et aider l'équipe dans un domaine que je maîtrise, par ailleurs dans mon cadre professionnel. Et puis aussi parce que je pense que les plus beaux projets naissent de l'équilibre entre passion et gestion intelligente. Comment on prépare l'avenir d'un projet comme celui-ci ? Ce qui est très important, et ça c'est pour le professionnel et c'est ce que je vais aussi faire du coup et m'y tenir, c'est la transparence. Tout d'abord, le sérieux, le cœur, la passion et l'ambition pour finir. Merci beaucoup toutes les trois, ça me touche et en même temps je pense qu'on a besoin de structurer une telle émission pour aller un petit peu plus loin. Alors Laurent Garnier, tu es vice-président et voix de l'émission. Tu apportes une vision professionnelle du journalisme sportif, présent à l'antenne depuis le début et à l'initiative de cette émission. Pourquoi t'es-tu investi dans un tel projet ? Je crois que d'abord j'avais envie de raconter le sport un peu autrement, à défendre ses valeurs, rassembler une communauté autour d'elle. C'est, je crois, les Jeux Olympiques de Paris qui a été pour moi le déclencheur d'un tel projet. Transmettre, soutenir, accompagner et donner la parole à ceux qui font le sport, c'est un peu l'ADN que je proposais quand j'ai présenté mon projet. C'était un peu ça mon idée. Alors Laurent, on a dit 100 émissions. Qu'est-ce que cela t'inspire à toi ? D'abord, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est beaucoup de travail. Travail à partager avec de nombreuses personnes qui nous ont apporté leur savoir, leur talent, leur passion et les émotions. Je ne les oublie pas, je pense à eux, je les remercie toutes et tous parce que je ne pourrais pas tous les citer. Particulièrement un grand merci aux animateurs et animatrices qui m'ont aidé, qui ont été à mes côtés, m'ont supporté, accompagné et permis de faire grandir cette émission. Sans émission, c'est sans occasion d'écouter, de comprendre, de raconter le sport autrement. Aujourd'hui, une page se tourne et l'association, c'est la suite logique. Un média libre, engagé pour faire durer. Sans émission, une équipe de passionnés, une nouvelle émission pour continuer, grandir et rêver plus fort. Alors, pour cette 100e émission, on vous dit tous merci. Merci à nos auditeurs, nos invités, nos soutiens. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de « Et si on parlait de sport ?» C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Jean-Marc Saintin et José Da Silva. Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport.
Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et voilà, retour dans cette émission très spéciale de Et si on parlait de sport, c'est la 100e émission, un chiffre symbolique qui nous ramène à nos débuts et on s'en souvient, cette première émission enregistrée au Stadium de Toulouse, souvenez-vous, avec Anthony Rouault, juste après la victoire du TFC en Coupe de France, un bel événement ici pour nos amis qui nous accueillent, nous sommes ici en direct du Stadium de Toulouse, c'était un moment inoubliable et aujourd'hui c'est un autre temps fort pour cette 100e émission et on a l'honneur de recevoir Jean-Marc Saintin qui est le président du district Haute-Garonne de football et José da Silva qui nous accueille, président de l'association Toulouse Football Club et membre du comité directeur de la Ligue féminine de football professionnel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Alors très heureux de vous recevoir. On va faire un petit point d'abord avec monsieur le président Jean-Marc qui a été élu il y a quelques temps. Avant d'entrer dans le cœur de l'actualité du district, est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter un peu à nos auditeurs ? Tout simplement ancien joueur niveau national, un peu plus de 400 matchs, plutôt offensif, donc j'ai toujours été dans la vie. Ensuite professionnellement directeur des sports sur la ville de Muret depuis très longtemps aussi et de manière bénévole depuis maintenant 4 ans, président du district de football de Haute-Garonne, parmi les plus grands de France, 45 000 licenciés, 200 clubs, donc il y a de quoi s'amuser, oui. J'aime bien le clin d'œil à bénévole quand on est président d'un district comme celui de la Haute-Garonne. Oui, surtout que la plupart des gens pensent qu'on est payé. Non, en fin de compte, non, c'est 100% bénévolat. Mais toute ma vie a été faite ainsi et je regrette pas surtout. La vraie passion, quoi. Exactement, mais comme tous ceux qui donnent pour le sport en général, sans compter. Justement, vous avez été réélu en juillet 2024 avec 66,24% des voix. Qu'est-ce qui vous a remotivé à vous représenter finalement ? Tout d'abord, le premier mandat, on a eu une année Covid, une année blanche, donc ça a été très compliqué. Ensuite, il fallait revoir toute l'organisation, le fonctionnement du district avec des nouveaux modes justement de communication ou autres. Et on n'avait pas terminé. En fin de compte, on n'avait pas terminé avec l'équipe et il y avait surtout 2 projets qui me tenaient vraiment à cœur pour l'ensemble des licenciés. Après, bien évidemment, beaucoup de clubs souhaitaient m'encourager malgré le temps que ça prend, m'encourager à me représenter. Et j'avais envie de faire bouger à ma façon un petit peu le foot amateur ici en Haute-Garonne, mais même au-delà de la Haute-Garonne. Alors justement, vous avez senti une attente particulière du terrain et des clubs ? Oui, mais dans tous les territoires. Mes collègues dans d'autres départements, c'est la même chose. On se sent très loin de... C'est bien de se sentir poussé en fait. Oui, et puis on se sent très loin de Boulevard de Grenelle, de la fédération. Voilà, donc c'est un petit peu le problème. Donc on a l'impression d'être en province et que voilà. C'est pas l'impression, on est en province. On est en province, mais même dans d'autres domaines. Donc on a envie de se battre justement pour notre territoire. Et moi je me bats tous les jours pour les clubs de Haute-Garonne. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On évoque 2 projets majeurs qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Oui, le premier, c'est on a créé le premier groupement d'employeurs en France, 100% foot. On connaît les groupements employeurs ici dans le 31, bien évidemment, avec Profession Sport Animation. Mais là, c'est vraiment un groupement employeur 100% foot. Pourquoi ? Parce que l'avenir, de toute façon, c'est la professionnalisation au niveau des clubs. On n'a plus le choix. Le bénévole qui reste 20-25 ans et avec des capacités ou une expertise dans un club, ça n'existe plus. C'est des one-shots, c'est 1 an, 2 ans, on suit son enfant et on repart. Donc si on ne professionnalise pas à partir d'un certain seuil de nombre de licenciés, dans le domaine sportif ou administratif ou du développement, le club à terme aura de grosses difficultés. Alors comment justement ça fonctionne ce groupement d'employeurs ? Quelques infos là-dessus. C'est simplement une mutualisation d'emploi. Donc, alors parfois certains
prennent un salarié et peuvent lui donner que 25 heures. Les 10 autres heures, peut-être ça sera une entreprise à côté, ça peut être peut-être aussi un autre club ou une collectivité territoriale, peu importe. Disons que c'est une mutualisation d'emploi. Après aussi, on peut en avoir un quasi à plein temps, que dans un premier temps on ne mutualise pas, mais 2-3 ans après, oui, parce que on fusionne avec un autre club, donc c'est intéressant pour les clubs et c'est surtout que tout est géré par le groupement d'employeurs. Pas besoin de faire les feuilles de paye, tout est géré à 100% par le groupement d'employeurs. Le club n'a qu'à payer. Comment on vous contacte ? Si on est intéressé, comment ça se passe ? On a sur notre site internet au district, on a le GE Foot 31, vous cliquez, on a déjà une trentaine de clubs qui ont manifesté leur intérêt. On a un club qui va démarrer là pour la prochaine saison. Il y en a un deuxième aussi qui est en cours pour justement embaucher, et ça fera des petits. Il faut du temps. Mutualiser des postes, c'est pas dans l'habitude dans le milieu sportif et encore moins dans le football. C'est novateur et voilà, pour les auditeurs qui se posaient des questions, n'hésitez pas, renseignez-vous, allez sur le site et vous verrez, ça peut vous intéresser. Il y avait un deuxième projet que vous aviez aussi envie de lancer. Oui, deuxième projet, comme un bon père de famille, on avait 2 sièges sociaux, un à Saint-Gaudens et un sur Saint-Jean, avec des coûts de fonctionnement énormes et inadaptés à plusieurs niveaux. L'objectif était de les vendre, ce qui a été fait, pour construire une vraie maison du football, mais pas uniquement un siège social administratif, non, une maison du football où on a envie de venir, que les clubs ont envie de venir, qu'on va mettre à disposition des clubs avec un terrain de foot. Quand on arrive, on se dit ah oui, c'est le district de football, c'est pas la caisse d'allocation familiale ou un cabinet médical. Cette maison du football, elle sera ouverte aussi au niveau du quartier, c'est-à-dire qu'on pourra venir faire un petit parcours santé, et les clubs, s'ils veulent fêter leurs 50, 60 ou 80 ans, ils auront un tarif totalement dérisoire, très accessible pour passer leurs 50 ou 80 ans, parce que chez eux, c'est leur maison. Donc en effet, c'est un projet qui nous tenait à cœur et qui, je l'espère, va voir le jour fin 2027 à Toulouse, site de la Saudrune, l'ancien terrain de Saint-Simon, et face au terrain de Candy. Donc c'est un objectif clair affiché et qui me tenait vraiment à cœur, encore une fois, parce que l'argent, c'est l'argent des clubs et je souhaite le dépenser en bon père de famille. Alors justement, un petit côté cocoon, en fait, pour le football dans la Haute-Garonne. Si vous deviez retenir un moment fort ou un axe marquant de votre premier mandat, ça serait lequel ? C'est un axe marquant, malheureusement, qui continue à être marquant, puisqu'en ce moment, on va lancer même un trait rouge sur la joue. C'est la lutte contre toutes les formes de violence et d'incivilité, que ce soit les VSS ou autres. Donc quand je suis arrivé, parce que je l'ai vécu, dans mon parcours, j'ai été très longtemps responsable d'école de foot pendant 10 ans et manager général de club. Donc je sais de quoi je parle. Sauf que ça a empiré dans les petites catégories. Je pense que c'est ce qui m'a marqué, parce qu'on sent beaucoup de souffrance chez les enfants, les jeunes filles, jeunes garçons. Les parents ne s'en rendent pas compte. Et beaucoup de souffrance aussi chez les jeunes adultes ou les adultes, arbitres, on pense aux arbitres, mais aussi des éducateurs, voire des dirigeants. Donc c'est ce qui m'a marqué et c'est ce qui m'a fait aussi continuer. Parce que je vais rien lâcher. Et c'est trop important. Le sport, c'est autre chose. Le sport appartient à ceux qui jouent, appartient aux enfants, n'appartient pas à d'autres personnes. Et globalement, quel est le bilan que vous tirez de cette première mandature ? Sur le bilan, je dirais que sur ce volet-là, on a initié déjà pas mal de choses. C'était que la première mi-temps, puisqu'on est assis, on parlait de sport. Donc là, on va initier la deuxième mi-temps qui va être beaucoup plus, malheureusement, avec des sanctions plus importantes. Parce que la prévention, c'est bien, mais je pense aussi, c'est comme les enfants. À un moment donné, il faut sanctionner, sinon on ne comprend pas. Donc on va passer aussi à des formes de sanctions plus importantes, collectives, où on va y associer l'État et les collectivités territoriales qui doivent jouer tout leur rôle. Parce que nous, tout seuls, que ce soit un club ou un comité, on ne peut pas y arriver. Alors on va passer à un autre sujet, mais c'est important aussi, vous parlez d'une équipe toujours en action, qui était le slogan de votre campagne. Qu'est-ce que ça signifie, ce slogan, pour vous ? Le slogan toujours en action, ça veut dire que je suis un peu hyperactif de nature, donc l'équipe qui a souhaité continuer avec moi, j'aurais dit soit on continue pour être en action, parce que pour être président, dire que je suis président du district de football de Haute-Garonne, sincèrement, les titres, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est l'action, c'est ce qu'on fait.
c'est ce qu'on peut mettre en œuvre et voilà, les titres, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est d'où être toujours en action. C'est mon leitmotiv et en général on m'arrête pas, donc quels que soient les challenges, j'adore les relever et d'où ce slogan, on va dire. Alors justement, quelles sont les propositions phares du président ? Proposition, donc c'est la réforme des championnats qu'on a initiée en senior masculin dans nos divisions départementales de la D1 D5. C'est aussi essayer de proposer à la fédération de diminuer les obligations sur certains sujets pour les clubs ruraux, parce que la métropole concentre tout et les clubs ruraux souffrent. Nous, sur 200 clubs, on en a beaucoup qui sont vers le Comminges, jusque dans le Luchonnet, même 2 clubs espagnols et ces clubs-là n'ont pas assez de masse d'enfants, même dans les écoles, pour pouvoir répondre à certaines obligations qui sont inscrites dans le marbre au niveau fédéral et qu'il faut revoir. Ensuite, deuxième, c'est casser les frontières. C'est-à-dire qu'on puisse aller permettre à des gens du Comminges peut-être d'aller jouer dans d'autres départements plus facilement, voire à certains clubs d'aller jouer dans des ligues. Voilà, mais pour y arriver, il faut harmoniser toutes les compétitions. Donc il y a ça et ensuite, bien évidemment, les opérations qu'on a lancées, touche pas à mon foot, respecter mon sport. Bon là, c'est un scoop, puisque cette semaine, pour pas dire depuis 1 heure, on a lancé une OP, tirons un trait rouge sur la violence, voilà, qui je pense va faire le buzz, tout simplement parce qu'il y a une ligne rouge qu'il faut pas franchir, quelle que soit notre passion, quelle que soit notre fonction, qu'on soit spectateur, entraîneur, arbitre, accompagnateur, etc. Il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas, dans notre milieu sportif, le football en particulier. On sera très heureux de contribuer à tracer cette ligne rouge avec vous. On en parlera bien évidemment à l'occasion. On reviendra sur ce sujet plus en détail. Vous souhaitez aussi remettre les clubs au cœur du système. Quelles mesures concrètes vont dans ce sens ? Lorsque j'ai été réélu, la première chose que j'ai dite, c'est à mes opposants de me rejoindre. Puisque s'ils avaient présenté une équipe avec des hommes et des femmes, c'est qu'ils étaient intéressés pour travailler pour le district bénévolement. Donc certains et certaines nous ont rejoints dans des commissions. Donc j'ai ouvert toutes les commissions, même celles régaliennes de discipline et d'appel, voilà, pour qu'ils puissent participer. Donc ensuite on a la réforme sur le foot animation, compétition jeune, où il faut qu'on réfléchisse à d'autres modes un petit peu d'organisation et de fonctionnement, que ce soit pour les grands clubs, comme ici Club Pro, TFC, qu'il faut, on va dire, traiter différemment que d'autres clubs, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Voilà. Même si le jeu et le football est le même, les problématiques ne sont pas les mêmes et il faut comprendre tout le monde en fin de compte. Il faut que tout le monde arrive à se comprendre. Alors, voilà. Justement, ça suppose une grande écoute des clubs. Comment vous allez favoriser cette remontée du terrain ? Parce que là, on est dans le concret quand même. Alors ce soir, je fais une réunion ici au Stadium, justement, d'où ma présence avec 70 clubs du secteur nord, comme on dit, voilà, où on va échanger, on va donner des informations, mais après les remontées, nous on les a... Au travers déjà de notre outil. Alors c'est Touche pas mon foot, mais on remonte pas que des choses négatives dans Touche pas mon foot, on remonte aussi des choses positives qui se passent autour des terrains et des clubs. Donc moi j'ai toujours dit à n'importe quel président, quoi qu'il se passe, ou si vous avez un problème, moi mon mail, pas ma porte, parce que malheureusement j'ai pas trop le temps de passer au district, parce que je travaille. Donc je donne le temps que je peux donner comme un bénévole. Je suis un président d'un grand club, comme je leur dis. Mais je suis à leur écoute et s'il y a besoin, s'il faut se déplacer, je me déplace. Mais surtout qu'ils me fassent remonter toutes leurs problématiques. Et on fait 2 réunions par an. Vous aviez aussi des projets d'aménagement ou de développement sur le territoire ? Oui, développement, c'est surtout... de ma casquette de directeur des sports, j'ai, on va dire, une compétence. J'ai 2-3 compétences, mais après j'ai beaucoup de défauts. Mais 2-3 compétences dans les équipements sportifs. Donc, que ce soit les terrains de grands jeux, en synthétique ou pas, ou toute la partie équipement, vestiaire, bâtiment. Donc, j'aide, et j'en suis à au moins 20 collectivités, 20 maires ou adjoints, pour les aider à monter leurs projets de terrain de football en particulier. Je travaille pour ma fédération. Donc c'est à ce niveau-là, surtout en termes de structure, sur tout le territoire. Et ils peuvent le faire, même si les moyens ne sont pas énormes. Je les aide sur les subventions à aller chercher, etc., etc.
Et sur le plan des compétitions ? Au niveau des compétitions, en senior, je pense qu'on a trouvé le bon calibrage, à savoir avec des poules de 10 qui permet une gestion plus facile, puisqu'aujourd'hui les gens veulent partir aussi en vacances, veulent pas faire trop de matchs, mais d'un autre côté veulent aussi de la compétition. Donc on a augmenté le nombre de matchs en coupe par un système de poules pour permettre aussi de combler ce manque de matchs. Et ensuite en jeune, c'est la problématique. On essaye dans le foot animation U6 U13 à pas donner amener trop vite les jeunes dans la compétition, parce que de toute façon eux-mêmes y arrivent tout seuls. Or les pires c'est les parents bien évidemment. Donc on essaye de trouver la bonne formule. Sincèrement on l'a pas encore trouvé, je vous cache pas, parce que faut faire jouer les parents d'un côté, comme ça les enfants peuvent jouer tranquillement, non ? Oui, je pense que ça peut être une idée, mais non, le plus dur c'est ici ils ont de la chance au TFC, les parents n'assistent pas aux entraînements, voilà, donc c'est une chance. Nous on peut pas dans le milieu amateur. Vous parlez aussi d'engagement en matière d'égalité et de démocratie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? La fédération, comme tout, la parité au niveau des instances, ça a été fait au niveau fédéral. Les ligues passeront dans la prochaine mandature. Nous, au niveau des districts, des comités, comme on dit dans d'autres disciplines, il n'y a pas d'obligation. Sincèrement, on a essayé vraiment de solliciter beaucoup de femmes. On a augmenté, mais de façon très faible. C'est-à-dire qu'on est à peine à 25%. Je doute qu'on arrivera à 50, à voir. Peut-être ça sera une bonne surprise pour dans 3 ans. On verra dans 3 ans. Je pense que dans les commissions, oui, elles y arrivent plus facilement, mais pas dans un comité de direction. Dans les commissions, on en a de plus en plus. Alors, bonne transition, puisqu'on a avec nous José Da Silva, qui est président de l'association Toulouse TFC, je le rappelle, et membre du comité directeur de la Ligue féminine de football professionnel. Donc, il est au contact, lui, direct des jeunes femmes et des femmes directement. José, bonjour à nouveau. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur qui est José Da Silva ? Déjà, merci Laurent. C'est la boucle est bouclée, le 100e. Je suis très fier d'être là, en tout cas, puisque nous sommes au stadium. Bon, moi, de toute manière, je suis président de l'association depuis 2015, mais au club depuis 1998. J'ai fait beaucoup de choses. C'est la Coupe du Monde de foot, la victoire qui a décidé le président. Il y a encore le parvis là-bas qui le montre. En 98, je suis arrivé comme simple dirigeant, et par la suite, je suis rentré au conseil d'administration, et au fur et à mesure de l'évolution, je suis devenu président avec un dynamisme qui ne m'a pas lâché et qui existe encore aujourd'hui. Tout simplement, à ce jour, l'association est en lien avec la SASP, et puis c'est une entente qui est cordiale et vraiment parfaite, puisque nos deux entités, qui sont la section amateur, dont la section féminine en fait partie, et la section professionnelle, ne font qu'un au niveau de tout ce qui est engagement sportif et autres, et surtout au niveau des mutualisations de tout ce qui est terrain et terrain d'entraînement, et tout ce qui est centre de formation, basé aussi sur le dynamisme et le bien-être des athlètes féminins comme masculins. Alors justement, quel est le rôle finalement du président ? Parce qu'on vient de voir un président qui est déjà bien chargé, mais j'imagine que pour être président de l'association du TFC, ça doit aussi être une charge quand même. Alors je vais reprendre le mot de Marco, je suis bénévole. Voilà, je suis un président bénévole, et j'ai la chance aujourd'hui de ne plus travailler, mais j'ai travaillé pendant très longtemps dans le groupe Carrefour, avec des responsabilités assez importantes, et bien sûr en complément, être président d'association, ça demande du temps, mais c'est tout d'abord de la passion. Et quand on peut voir aujourd'hui ce que représente le Toulouse FC au sein de son territoire, et au travers des dernières belles victoires qui sont la Coupe de France et les aléas, mais aujourd'hui on ne brasse que du plaisir et du bonheur, et voir aujourd'hui notre équipe féminine qui joue certainement la montée en DRKMA, on aura l'occasion de rediscuter, j'en suis comblé, et toutes ces années passées au sein de l'association me font dire qu'il ne faut jamais lâcher, il faut être toujours présent. Et surtout, quand on a à nos côtés des dirigeants qui sont motivés, bénévoles, qu'on se doit d'accompagner, d'accueillir, et par la suite, bien sûr, tous les licenciés qui en font partie. Mais qu'est-ce qui fait concrètement le président de cette association ? Le président, il préside, il essaie de créer une équipe hyper soudée autour de lui. Il essaie aussi de créer aussi d'une dynamique par rapport à des personnalités totalement différentes, dans des domaines qui ne peuvent qu'améliorer le quotidien de l'association. Il y a aussi le lien important avec le président de la SASP, le lien important avec les institutions, bien sûr, mairie, conseil départemental, conseil régional,
le lien important aussi avec les districts et la Ligue. C'est un rôle qui est très large, un rôle de représentation, sans se prendre au sérieux, en étant le plus proche possible du terrain, même en étant au TFC. Alors, quelques mots bien sûr sur cette équipe féminine. Alors cette équipe féminine, imaginez, Oui, depuis de nombreuses années, je suis fan du football féminin. Quand je dis fan, maintenant je fais partie de la Ligue de football féminine professionnelle. Ça veut dire, avec à la tête Jean-Michel Aulas, ça veut dire que ce football-là, pour moi, il est le football qui me revient un petit peu, le football que j'aime, aéré, plaisir, technique, qui change un peu, hélas, du football masculin où, à ce jour, il y a beaucoup trop de sensations d'incivilité, de comportement. Et il est vrai qu'au niveau du football féminin, pour moi qui suis dans le football depuis très longtemps, je retrouve tout à fait ce plaisir-là. En tout cas, notre équipe, puisque nous sommes promus en seconde ligue, nous étions en D3 l'année dernière, joue les premiers rôles. On a 2 matchs importants, 2 montagnes à gravir qui sont le premier et le deuxième, Lens et Marseille. Si nous les battons, bien sûr, nous aurons la chance d'être dans D1 Arkema. Vous imaginez D1 Arkema ce jour, puisque ce sont des championnats professionnels avec le PSG, Lyon, PFC et toutes les belles équipes. Pour une ville comme Toulouse, pour la représentativité du club, ça serait exceptionnel. On sent cette passion à travers ce message. En tout cas, nous, on va suivre, parce qu'il faut savoir que dans l'émission, on cite les résultats, on annonce les matchs. C'est le principe aussi d'une émission de sport. Donc, il y a toujours le résultat et on annonce les matchs. Donc, bien évidemment, on suivra et quoi qu'il arrive, on sera là pour dire un petit mot là-dessus. Je vais vous remercier tous les deux, mais un dernier mot pour conclure cette 100e émission. Laurent, moi, je pense que c'est des émissions comme la tienne, avec tes équipes. Voilà, ça me fait penser comme nous, président du district, ça veut dire qu'on donne sans compter pour une passion qui est le sport au sens large. Là, je sors du cadre du football. Je pense qu'on a la chance d'avoir dans le département et une dynamique. Voilà, on l'a vu avec Bernard, on a avec d'autres personnalités et qui se prennent pas au sérieux et qui veulent donner sans compter pour parler du sport en général. Voilà, donc je tenais à te remercier, à toi, à tes équipes, parce que c'est ce genre d'émissions qui font rêver aussi des petits garçons, des petites filles qui vont aller dans d'autres disciplines. Après, ils arrêtent et ils font autre chose. Mais donc c'est tous ensemble. Moi, je dis, on réussit tous ensemble. Je suis avec José da Silva, on se connaît depuis très longtemps. Et moi, je suis toujours très fier et très content. Voilà, quand le TFC réussit, très triste quand ça marche pas. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui est fait, on le fait ensemble. Voilà, et quand on gagne, on gagne ensemble. Voilà, et quand on perd, je dis, on perd aussi ensemble. Faut se le dire. Donc, en tout cas, je tenais à te remercier, à toi, à toutes tes équipes et à la nouvelle présidente. En tout cas, merci José de nous avoir accepté aujourd'hui. On le rappelle, on est ici au Stadium. C'est un honneur pour nous de fêter cette 7e émission et en même temps la création de cette association dont on va parler dans quelques instants. Le dernier mot, président. Eh bien, si nous parlions de sport, il faut qu'on parle que de sport. Tout ce qui est à côté, tout ce qui est néfaste, on ne parlons que de sport. Et je trouve que votre émission, pour vous rencontrer Laurent et toutes vos équipes, je trouve qu'elle est tout à fait dans le thème. Et on parlons que de sport. Je trouve que le sport aujourd'hui casse toutes les barrières et permet aux gens d'être heureux, de s'émanciper, de s'épanouir par rapport aujourd'hui à ce monde et cette société qui devient très, très, très violente. Voilà. Merci tous les deux pour vos interventions passionnantes à l'occasion de cette 100e émission Et si on parlait de sport. On vous souhaite bien sûr plein de victoires humaines, sportives, dans tous vos projets au sein du district de football Haute-Garonne. Vous, au niveau du TFC, j'allais dire. Je peux faire un petit appel. Vas-y. Donc, dimanche 11 mai à 15h, nous avons TFC Lens au Stadium. Venez tous, vous allez découvrir ce qu'est l'équipe féminine du TFC et le football. Vous allez tous adorer, je compte sur vous. Merci, vous êtes bien sûr les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Et c'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et voilà, c'est la fin de ce match et surtout de cette 100e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Donc la semaine du lundi au 5 au dimanche 11 mai, jeudi 1er au 11 mai, il y a de la beach soccer avec le championnat du monde à Victoria aux Seychelles. Du mardi 6 au 18 mai, tennis avec le tournoi WTA et ATP 1000 de Rome en Italie. Mercredi 7 mai, football féminin, Arkema Première Ligue, 22e et dernière journée, Fleury affronte Montpellier.
Football, Ligue des Champions, demi-finale retour Paris Saint-Germain, Arsenal. Jeudi 18 mai, rugby 15, Pro D2, 29e journée avec Montauban contre Béziers. En football, Ligue Europa, demi-finale retour. Vendredi 9 mai, rugby à 15, Pro D2 suite, 29e journée. Colomiers affronte Nice. Basket national masculine 1-1, Feur contre Toulouse. Vendredi 9 au 11 mai, judo Grand Chelem d'Astana au Kazakhstan. Vendredi 9 au 1er juin, cyclisme avec le départ du Tour d'Italie. Et nous passons au samedi 10 mai avec le rugby top 14, 23e journée. Castres affronte Clermont, Montpellier affrontera Bordeaux-Bègles, Toulon affrontera Toulouse et Perpignan affrontera le Stade français. En auto WEC Endurance, les 6 heures de Spa-Francorchamps en Belgique. On aura du football aussi avec la Ligue 1, 33e journée. Montpellier affronte le Paris Saint-Germain et Toulouse affrontera Lens. En Ligue 2, 34e journée, Rodez affrontera Clermont. En basket féminin, la Boulangère Wonder League, finale aller Tarbes Basketland. Et en handball féminin, National 1, Blair Val-de-Cher affrontera Toulouse. Dimanche 11 mai, Moto Grand Prix avec le fameux Grand Prix de France, rugby féminin, élite femmes, Lille contre Toulouse, Blagnac contre Romagna, Montpellier contre Bordeaux. Basket féminin, donc Ligue 2 féminine, finale aller, Toulouse affronte Montbrison. Et à vous toutes et tous, merci de nous suivre depuis 100 émissions. On continue l'aventure ensemble. À très bientôt pour un nouveau numéro. C'est la fin du match de cette 100e émission. Et si on parlait de sport, merci à Bernard Pujol, à Jean-Marc Saintin, à José da Silva, Claire Sévrac, Mélanie Dalle, Sabine Desgènes pour votre participation dans l'émission. Et si on parlait de sport, merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux, à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. Et si on parlait de sport, merci à nos partenaires LG Consultants, Imperconnect pour notre partenaire informatique, l'agence Bellombra et Dialogue Sport pour votre participation à la réalisation de ces émissions. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.